À propos de la discrimination, la stigmatisation et ce qui s'ensuit, quelqu'un m'a envoyé une photo du penseur de Rodin. Vous connaissez cet homme nu qui, comme ça, qui se tient la tête, qui pense intensément, en mettant une petite légende de son cru. Et je propose qu'on détruise cette statue parce qu'elle est offensante pour les gens qui ne pensent pas. Et j'ai trouvé que c'était assez juste. Elle est clairement offensante pour ceux qui ne pensent pas et même pour ceux qui pensent. Sauf qu'elle n'est pas offensante, elle est provocante. Elle lance un défi. Elle montre quelque chose de très beau. Un homme nu. L'homme dans sa nudité réduit à penser, à devoir penser. Donc elle montre une espèce de collusion du corps et de l'esprit, de la nudité du corps et de l'esprit démuni. Parce que penser, c'est reconnaître qu'on est démuni et qu'on cherche des appuis dans l'enchaînement d'idées qui pourraient nous mener à une autre idée que les idées rebattues. Donc, pour revenir à une posture plus sérieuse, bon, il faut préserver cette statue. Elle rappelle que ceux qui pensent doivent repenser leur façon de penser et que ceux qui ne pensent pas peuvent toujours s'aventurer dans cette chose-là. Alors, si tout de même mon ami a eu l'idée de dire que c'était stigmatisant, eh ben c'est qu'aujourd'hui, à peu près tout peut être stigmatisant, peut désigner un supposé désir d'exclusion. Là, il y aurait ceux qui pensent et ceux qui ne pensent pas. Quelqu'un m'a dit même tout à l'heure que la musique classique, la musique occidentale, était attaquée quelque part, je crois que c'est dans un journal américain qui rapporte la chose, parce que c'est une musique blanche. Ben oui, mais à part le jazz, il y a peu de musique noire. Elles peuvent être noires dans la couleur musicale, mais du point de vue des auteurs, ce sont souvent des blancs. Voilà. Et bien que les autres composent des opéras, des symphonies, voilà, et comme ça fera de la musique au-delà des races. Pourtant, la musique est vraiment au-delà des races, des ethnies, des opinions. Et il y a des millions de Chinois qui étudient la musique classique pour jouer du Mozart et du Bach. Des dizaines de millions. Et c'est vrai que la musique n'est pas très discriminante. J'ai souvent évoqué le fait que les nazis avaient fait jouer dans Berlin bombardé la 9e symphonie pour l'anniversaire d'Hitler, et en même temps, la 9e, on la joue chaque fois qu'on veut faire entendre un hymne à la vie. Donc, il faut se méfier comme ça, de ces manies de chercher la discrimination là où elle n'est pas, parce qu'on a envie de la mettre
et que quelque part on en a besoin pour la combattre. Certains êtres ne se définissent que par la discrimination dont ils se sentent l'objet. Et ce que j'ai trouvé beau dans cette scène qui montrait le George Floyd est pris par un flic en train d'exécuter sur lui un protocole, c'est qu'elle était universelle. Non pas parce qu'elle dénonçait le racisme, c'est un des usages qu'on en a fait, mais parce qu'elle désigne ce que c'est qu'un homme qui devient stupide, brut, machinique, parce qu'il exécute un protocole au point d'oublier qu'il l'exécute sur un homme. Et j'ai vu tout à l'heure, aux informations, on est le 22 juin, j'ai vu le 23, j'ai vu que la police française, un policier, avait fait la même prise à un passant dont il vérifiait, ils étaient plusieurs policiers, et que l'homme à terre avait crié « J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe », et il est mort, étouffé. Donc aujourd'hui, et apparemment ça ne fait pas un tollé, preuve que le message n'est pas vraiment passé. Le message de ne pas exécuter un homme quand on n'est pas un bourreau attitré, et Dieu merci, ici il n'y a pas de bourreau, puisque la peine de mort a été supprimée, mais de ne pas exécuter un protocole mortel sur un kidam dont on vérifie l'identité. La question est donc, peut-on se définir autrement que par le regard de l'autre, supposer vous pointer, vous stigmatiser, vous fixer d'un sale œil? Finalement, peut-on se définir autrement que par le mauvais œil de l'autre? C'est tout un travail. Ça suppose de se dégager soi-même du sentiment d'être mal vu, d'être pointé par un regard, finalement un regard envieux. C'est s'inventer soi-même un regard envieux parce qu'on suppose que l'autre est envieux et vous regarde d'un sale œil et qu'il vous en veut. Peut-on se définir autrement que par ce qu'on suppose à l'autre de nous-mêmes? Peut-on, à partir de nous-mêmes, créer, et de notre héritage, des transmissions qu'on a reçues, peut-on dégager des flux de vie assez intenses pour que le regard de l'autre, réel ou supposé, ne compte que de façon marginale, secondaire, par rapport à ce qu'on peut par soi-même créer grâce au lien avec le monde, au lien avec soi-même et avec l'autre, qui n'est pas résumé, réduit à un regard stigmatisant. Autrement dit, peut-on conquérir assez de liberté pour traverser le regard de l'autre, et parce qu'on a autre chose à faire que de le scruter et de voir si vraiment il nous juge comme on le mérite, s'il ne se trompe pas, s'il ne fait pas des abus, etc. C'est une vraie question. Et souvent, on brade sa liberté réelle à construire pour conquérir la liberté imaginaire de se désenchaîner, de se dégager du regard de l'autre qui, soi-disant, vous emprisonne
ou vous stigmatise.